Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler du web. Nous allons voir d'abord ce qu'on appelle web et deuxièmement, quelle différence existe entre web et internet, ce qui est la confusion de beaucoup de personnes. D'abord, je commencerai par définir ce qu'on appelle web. Le web, c'est tout justement un ensemble de données. Ces données sont liées entre elles par des liens hypertextes et ces données se retrouvent dans l'Internet. On peut se rendre compte que web n'est qu'un composant de l'Internet. Mais qu'est-ce qui est Internet en réalité? Internet, c'est tout justement un réseau au stade international. Lorsque vous lisez les différents types de réseaux, vous allez vous rendre compte que dans le réseau mondial, il y a en fait un réseau particulier qu'on appelle Internet. On se rend compte que le web est défini tout justement comme étant un ensemble de données, ces données qui sont liées ou encore qui ont des liens entre elles, et cela s'est fait au moyen d'Internet. Ce qui fait en quelque sorte que ces données se communiquent entre elles par les liens du réseau Internet. Alors, on peut comprendre que Internet a évolué ou Internet a plusieurs composants. Nous y reviendrons lorsque nous allons parler des concepts aussi essentiels. On peut se rendre compte qu'on peut parler du web, email, des newsgroups, des FT. Sont fait des composants qu'on peut retrouver au niveau du réseau Internet. OK? Lorsque je parle de email, auparavant, si on dit compte, il y avait des logiciels qui nous permettaient en fait de communiquer ou encore d'envoyer des données. On peut comprendre que les données qu'on envoyait, c'était sous forme d'email, c'était des données avec email, mais ces données ne contenaient pas des liens hypertextes. À l'époque, on utilisait des logiciels, par exemple APL ou encore Outlook, des Microsoft. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, on n'utilise plus ces concepts, on n'utilise plus ces logiciels. Aujourd'hui, on utilise maintenant des sites web, ok, comme le site Gmail. En quelque sorte, auparavant, pour qu'on puisse envoyer le lien ou encore de données, on utilisait des logiciels comme email, comme je vous le dis. Mais actuellement, on utilise le web. Ce qui veut dire que le web n'est rien d'autre qu'une modalité de communication dans les réseaux Internet. Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre l'invention du web. Qui a inventé le web? C'est la question capitale de ce tutoriel. Nous allons vite répondre à cette question. L'inventeur du web, c'est bien le Britannique Tim Berners-Lee. À l'époque, ce monsieur-ci travaillait comme chercheur dans le centre de recherche scientifique. Ok? C'est de là qu'il lui est venu l'idée de pouvoir inventer le web. Et cela était en 1811, mais depuis le 1er octobre 1814, l'évolution de la technologie dont il est l'inventeur est maintenue par un organisme appelé W3C. Ok? Depuis le 1er octobre 1894, soit 3 ans après l'invention du web, en 1811, l'organisme appelé W3C s'occupe tout justement à promouvoir la compatibilité des technologies web. Ce qui veut dire la promotion de la technologie veut en quelque sorte peut en quelque sorte s'illustrer dans le sens de l'évolution, puisqu'on se rend compte que tout change et l'évolution aussi doit changer pour être capable à répondre aux exigences actuelles. Ça, c'est la compatibilité. On peut se rendre compte qu'il y a plusieurs technologies du web, HTML5, HTML, XHTML, ainsi de suite. Alors, pourquoi l'invasion du web est attribuée à Berthes? Il y a des raisons, et je dirais tout justement il y a une raison. Pourquoi cette raison? Ou encore quelle est en fait cette raison? La raison est simple. Tim était le premier à présenter le concept de page web avec lien hypertexte. Il parle de page web avec le lien hypertexte. Partant de cela, il va créer HTML. Alors, si l'on rentre d'abord pour définir ce qu'on appelle web, on peut se rendre compte que le web n'est rien d'autre que l'ensemble de données reliées par des liens hypertextes. Et c'est là dans l'Internet. On avait dit tantôt dans un autre tutoriel que
Le web, c'était un composant de l'Internet. Internet, celui qui ensemble le réseau au niveau mondial. On peut se rendre compte que le web qui s'est défini comme étant un ensemble de données qui sont reliées par des liens d'hypertexte. Or, ce concept d'hypertexte a été inventé par le Britannique. Et deuxièmement, après qu'il ait mis ce concept des pages web avec de l'hypertexte, il reviendra encore pour l'expliquer que cela permettait de naviguer d'une page à une autre. OK? Partant de ces deux concepts, il va alors créer ce qu'on appelle HTML. HTML qui signifie Hypertext Markup Language ou encore langage de balisage pour l'hypertexte. Cela veut dire en quelque sorte le langage utilisé pour construire des pages ayant des liens hypertextes. Okay? C'est à cause de cela ou en raison de cela que la version HTML est attribuée certainement aux Britanniques. HTML lui-même est inventé ou a été inventé sur base de SGML qui existait depuis les années 69, qui était œuvre de Charles. On peut se rendre compte, puis dire le web, le pourquoi de son invention et qui en fait son inventeur. Et donc, on se retrouve très prochainement pour voir comment créer. Salut, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre comment créer un site web. Certainement, plusieurs d'entre nous voudraient ainsi créer aussi des sites web. Mais comment y parvenir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Certainement, avant d'entrer dans le détail, on peut se rendre compte, on avait défini le web comme étant un ensemble de données qui sont reliées par des liens hypertextes. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que ces données sont stockées quelque part, ok, que nous consultons. Ce qui veut dire, en quelque sorte, pour faire du web ou pour utiliser ces composants web, on a besoin de deux machines. La machine du client qui consulte ces pages ayant le lien entre elles. Cette machine est appelée client et il le fait au travers d'un navigateur. On verra ce qu'on appelle un navigateur. Deuxièmement, on peut se rendre compte que les pages dont les clients consultent sont stockées dans une autre machine. Okay? Cette machine est appelée serveur. C'est-à-dire, il sert au client les pages dont tu as besoin. OK? Mais quels sont ou comment arriver à créer en fait ces sites web? Pour le faire, on a besoin de langages de programmation. Je dirais de manière aussi simple le langage. Ces langages se répartissent en deux groupes. On a le langage du côté client, c'est-à-dire le langage qui vont s'exécuter du côté client afin qu'il voie ce qu'il a demandé. Et deuxièmement, on a des langages côté serveur, le langage qui s'occupe à servir le client ce qu'il lui a demandé. Alors, on va commencer d'abord les langages clients qui sont en fait appelés les langages front-end, parmi lesquels on a HTML, CSS et JavaScript. Certes, JavaScript aujourd'hui dépasse son origine authentique, puisqu'à l'époque, ça a été inventé tout justement pour rendre le navigateur, le Netscape navigateur qui devait inventer pour le rendre compatible à créer des pages dynamiques. Mais aujourd'hui, JavaScript dépasse son idée authentique et utilisée à la fois en front-end et en back-end. Alors, on a dit que ces langages front-end vont s'exécuter au niveau du navigateur du client ou encore au niveau du navigateur de la machine client afin de le rendre des données qui seront facilement exploitables. Deuxièmement, pour servir les clients, on a besoin de langages serveurs ou encore de backend. Parmi ces backends, on a comme PHP, JavaScript, Java, Python, C. Il y a encore plusieurs autres langages. En full stack, en JavaScript, et toute personne qui est capable de faire à la fois du back-end et du front-end seulement avec son JavaScript et celle sans avoir besoin d'une autre personne. Qu'on ne vous trompe pas. Alors, le navigateur, on avait dit que ça permettait de traduire
le page HTML, CSS et JavaScript sous la forme de sites web utilisables par tout le monde, c'est-à-dire des contenus qui seront facilement lisibles par l'utilisateur. Et parmi le navigateur, on a Google Chrome, on a Mozilla Firefox, on a Internet qui est en fait remplacé par Edge, on a Opera et on a Safari. Et donc, on peut parler alors de framework. Qu'est-ce qu'on appelle framework? Le but d'abord du framework est de nous permettre à créer facilement des sites web partant du langage serveur. Pas seulement du langage serveur, mais aussi du langage client. Alors on peut comprendre que le formation de boîte à outils qui se relève de plus en plus indispensable aujourd'hui. De la même façon qu'on en envisage plus de crédits en trop à la main, on préfère utiliser une pâtelée, plutôt, on envisage plus trop de construire des sites web à la main. Construire des sites web à la main, cela veut dire prendre un langage authentique, natif comme PHP, commencer à tout faire, créer des routes, créer tout comme ça. Mais on peut se rendre compte que lorsqu'on utilise une page, en framework comme Laravel, ça nous permet ou ça nous donne d'abord l'architecture moderne de tout site web. Quand je dis tout site web, il y a la structure d'une page d'un site web. Je parle de certains sites qui sont dynamiques. On peut se rendre compte des sites dynamiques, il y a trois parties. On a le modèle, c'est-à-dire où sont stockées les données de ces sites, le V ainsi que le route. Le V, ce sont des pages qu'on doit afficher. Le route, ce sont en fait des liens qui, qui font référence des pages qu'on veut afficher. On a le contrôleur. Les contrôleurs qui sont en fait une interface ou qui sont un intermédiaire entre le lien, non, entre le page à afficher les données. OK? Alors, pour faire cela, vous devez vous rendre compte que si vous voulez travailler avec le PHP, vous êtes obligé de construire le route, vous êtes obligé de construire le view, ou encore le page, vous êtes obligé de construire le modèle qui sera intéressant avec votre base de données et vous êtes obligé de construire le contrôleur. Laravel va faire tout cela ensemble en même moment et va vous donner tout justement la structure que vous allez commencer à construire. Donc, Laravel fonde pour vous tout que vous allez juste achever. Alors, quelques frameworks pour chaque langage. PHP, on a Laravel, on a Symfony, on a Zend. Pour Java, on a Java EE ou encore GEE, G2EE. Pour Python, on a Django. Puis pour C+, on a par exemple AS.NET. Alors, un CMS n'est pas un framework, c'est juste un outil de conception. Dans ceci, on va juste écrire le contenu de page, de même manière qu'on s'en sert de Word, par exemple, pour écrire un document. OK? C'est pas en fait. Dans ce tutoriel, où nous allons apprendre l'importance capitale de base de données dans un site web. Certainement, on avait dit que la machine serveur contient ou stocker de pages. Et pour stocker ces pages, on a besoin d'un espace ou d'un disque. Et ceci correspond à ce qu'on appelle base de données. Dans la base de données, il y a une mémoire où l'on stocke nos données. Cet ensemble de données stockées-là constitue cette base. Alors, pour le faire, on a besoin d'un système de gestion des bases de données. Le système de gestion de base de données, en fait, est un système qui nous permet de manipuler les bases de données. On peut manipuler les bases de données qu'au moyen d'un langage. Et ce langage, c'est le langage SQL. Système de base de données, système de gestion des bases de données, n'est rien d'autre qu'une base de données qui se sert du langage SQL pour pouvoir manipuler les données dont il garde. Alors, on peut se rendre compte que ces différents bases de données, on a comme MySQL, okay, qui est une base de données SQL qui utilise, je ne sais pas ça, mais je l'explique, qui utilise
le langage SQL pour manipuler les données dont tu contiens. Ensemble, on parle des systèmes de gestion de base de données. On a PostgreSQL, on a SQL Server, on a Oracle, tout comme ça. Mais on peut se rendre compte qu'en réalité, on a des types de bases de données. On a des bases de données séquentielles et des bases de données non séquentielles. Les bases de données séquentielles sont des bases de données qui utilisent SQL, ok, pour pouvoir manipuler les données dont elles gardent. Et parmi les bases de données séquentielles, on a MySQL, on a par exemple PostgreSQL. Toute base de données qui finisse ou qui contient SQL est une base de données séquentielle. Alors, deuxièmement, des bases de données non séquentielles, on a par exemple SQLite, c'est pas une base de données séquentielle. Alors, la différence est de telle sorte que quand on dit séquentiel, vous allez vous rendre compte que les données sont réparties en séquences. C'est-à-dire, les données sont regroupées dans des tables. Dans chaque table qui constitue une séquence de la base de données, on retrouve les données appropriées. Donc voilà comment est-ce que cela fonctionne. Le client qui demande une page, le serveur s'arrange à travers un langage, s'arrange à construire cette page. Or, les données dont il va s'en servir sont des données qui sont stockées dans un base de données. Donc, il va encore entrer en interaction avec le langage SQL pour extraire ces données. Ensemble, après l'extraction de ces données, ils vont le constituer dans une page qui sera exécutée au niveau client. Ça, c'est le processus qui se déroule exactement pour que vous ayez le page. Par exemple, lorsque vous entrez dans un site comme YouTube, c'est ce qu'on appelle un data center. Un data center, c'est un bâtiment où il y a plusieurs serveurs. Ok? Vous voyez les serveurs. C'est un bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a plusieurs serveurs. Vous voyez, un serveur, c'est tout plat. Vous voyez cette machine. Puis que se rendre compte que ces serveurs sont connectés entre eux. Ok? Ça, c'est un data center. Ce sont des serveurs. Alors, la question que l'on se pose là, comment la communication s'établit entre les clients ainsi que les serveurs? On avait dit au départ que web, c'était un composant du réseau Internet. Alors, ce qui est réseau, on peut se rendre compte que pour ceux qui ont fait le réseau, dans le réseau, il y a trois choses. On parle des appareils terminaux. On parle des appareils terminaux. On parle de moyens de communication. On parle de moyens de communication. On parle des appareils qui interconnectent le réseau. Donc, ceux qui ont fait le réseau peuvent se rendre compte que dans le domaine logique, si je ne m'en trompe pas, il y a les appareils interconnectés, il y a les appareils d'interconnexion, ainsi que des supports de communication. Le support de communication s'en charge à transporter les données au travers du réseau. OK? Mon ordinateur peut se connecter aussi avec d'autres ordinateurs. Et c'est donc le réseau peuvent se grouper, en l'occurrence du réseau des niveaux de l'Afrique, le réseau de l'Europe, le réseau de l'Asie. Ces réseaux constituent des réseaux à part entière qu'on peut interconnecter avec les équipements d'interconnexion. Alors pour le faire, tant au niveau interne dans le réseau, on se sert alors d'équipements de communication. Par exemple, bon, pas par exemple, mais ces équipements sont nombreux de trois. Il y a d'une part ce qu'on a appelé le câble optique, câble Internet. Il y a un qui m'échappe, si ça revenait, je le dirai. Mais très souvent, on utilise des câbles. Oui, et ça c'est un câble sous-marin qui va permettre de communiquer. Alors, le petit tutoriel où nous allons parler des adresses IP et des noms DOT. Qu'est-ce qu'on appelle adresse IP? Chaque ordinateur a une adresse. Partant de cette adresse, on peut la localiser
dans le réseau. Certainement, c'est ce qui se passe lorsque vous utilisez des outils de géolocalisation. Alors, l'adresse que possède l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle adresse IP. OK? L'adresse IP, si je ne me trompe pas, c'est tout justement l'adresse Internet Protocol, si je ne me trompe pas. Cette adresse IP, c'est en fait sur la référence de votre ordinateur dans un réseau Internet. Il est constitué par un ensemble de quatre groupes de chiffres, quatre groupes constitués de trois chiffres à chacun, comme vous le voyez dans cet exemple. Ok, ça c'est le premier groupe, deuxième, troisième, quatrième. Il y a le nombre variant entre 0 à 255. Cette adresse, vous voyez, je peux entrer en détail pour vous dire qu'il y a deux parties. Il y a une partie composant de l'ordinateur ou une partie du réseau. On va entrer en détail. Cela veut dire qu'un serveur qui se trouve dans un réseau Internet a aussi une adresse IP. Si vous vous connectez dans un serveur Google, c'est-à-dire vous le faites au moins de cette adresse IP. Mais certainement, il y a plusieurs serveurs chez Google. Comment est-ce que vous parviendrez exactement à avoir accès à un serveur spécifique? Ça sert un peu, ou ça devient un peu absurde. C'est là qu'intervient une notion qu'on appelle les DNS, qui veut dire Domain Name System en anglais. Cela s'est traduit en français comme étant un système de nom de domaine. Qui va faire ce système de nom de domaine? Le système de nom de domaine va traduire cette adresse en un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est très simple, comme google.com. Je peux se rendre compte que google.com a plusieurs serveurs, dont chaque serveur a une adresse. Cela veut dire qu'on va relier, qu'on va traduire toutes ces adresses construction des serveurs Google qu'on peut identifier ou localiser séparément. Toutes ces adresses seront alors converties ou encore traduites en un nom de domaine. Ce nom de domaine, c'est qu'on va appeler google.com. Lorsque vous accédez directement chez google.com, vous avez accès à tous ces serveurs. Voilà un peu le différent nom de domaine comme google.com avec l'adresse de tous ces serveurs. Okay? C'est très simple. Alors, il existe des sites qui peuvent vous permettre aussi de référencer ou d'avoir un nom de domaine son adresse IP. Ça n'entre pas dans ce titre réel. Oui, on voit. On peut se rendre compte, pour que les machines puissent se communiquer entre elles, il faudrait un langage de communication. Et ce langage de communication, c'est bien ce qu'on appelle le protocole dans le domaine d'Internet. Le protocole se subdivise en deux niveaux. Il y a le bas niveau, on en a deux, comme le TCP, Transmission Control Protocol, encore le IDP, User Datagram Protocol. Dans le protocole de bas niveau, plus important, c'est le protocole TCP qui a fait à l'origine de l'Internet, qui est en réseau. Or, web, c'est un composant du réseau Internet. Par conséquent, on peut se rendre compte que le web, qui a été inventé par Tim, ne rien d'autre utilise le réseau ou le protocole TCP afin de lier les données au moyen des liens hypertextes. Le réseau TCP a été inventé par Vincent. Vous voyez le Vincent qui a inventé ces réseaux. Deuxièmement, on avait dit à part le réseau de bas niveau, on a le réseau de haut niveau, parmi lesquels on a HTTP, HTTS, on a SMTP. Ces réseaux sont basés du réseau de bas niveau. Ok? Vous allez vous rendre compte que le réseau HTTP et HTTS, tout comme ça, sont en fait des réseaux qui sont utilisés par le web. Lorsque vous faites entrer un site
HTTP dépend, vous utilisez un réseau, un protocole. Et ce protocole est basé sur les TCP. OK? Le protocole de haut niveau HTTP, protocole qui permet d'échanger les pages web entre le client et le serveur, en plus du langage HTML, a inventé le base du protocole HTTP qui permet de changer de page. C'est ce qui signifie, vous voyez ce que je venais de dire tout justement. Alors, très souvent, on ajoute S à cela pour former le réseau HTTPS. S qui veut dire justement sécuriser, les pages sont chiffrées. Donc, pour garantir que le personne ne peut le lire. Par exemple, quelqu'un qui espionnerait des données qui transitent dans des câbles marins. Qu'est-ce que c'est juste de la sécurité? FTP, c'est beaucoup plus pour changer des fichiers. Il y a plusieurs supports de réseau. Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre les différents professionnels du web. Certainement, vous serez d'accord avec moi. Je dirais qu'ils sont quatre, trois qui sont principaux. Le quatrième, ce sont juste des chefs de projet. Ceux qui sont à la base, ou encore les différents professionnels, on a des développeurs, on a des UX designers, ainsi donc on a des ingénieurs. En fin de compte, on a des chefs de projet. Et nous allons parcourir ces différents professionnels. Tout premièrement, ceux qui développent les sites web. Ceux qui développent les sites web sont appelés les développeurs. Ils utilisent des langages de programmation dont je vous ai parlé, front-end, back-end, afin de coder les sites ou encore l'application. Deuxièmement, ceux qui coordonnent la production et l'évolution d'un produit web. Dans cette catégorie, on retrouve les chefs des travaux digitaux, le product owner ainsi que le product manager. Ils ne codent pas, mais ils sont là tout justement en lien avec l'équipe technique, c'est-à-dire l'équipe qui s'occupe du développement, encore le design. Ils ont une vision globale du produit, ok, et des fonctionnalités à développer et ainsi la bonne gestion du projet. Et troisièmement, ceux qui font en sorte que le site soit le plus simple d'utilisation possible. Ils sont les UX designers. Le professionnel du design et de l'ergonomie de page web, encore des applications. Quand je dis ergonomie, c'est tout justement comment se présente un site web. Ok? Les différentes tailles que doit avoir chaque composant. C'est seulement l'interface. Il s'occupe de l'interface. Ok? Ceux qui gèrent l'infrastructure du web, ce sont des professionnels de système d'information. Ils ont la responsabilité des serveurs et leur configuration. Ceux-ci, ce sont beaucoup plus ceux qui hébergent ou qui offrent les services d'hébergement des sites web. Si vous achetez un hébergement, donc vous n'avez pas besoin de professionnels de système d'information pour qu'ils s'occupent en réalité des serveurs de leur configuration. OK? Mais on peut se rendre compte qu'ils sont les serveurs, les développeurs, les chefs de projet ainsi que les designers ne répondra à rien du tout. OK? On va découvrir maintenant le service de, développeur, mais pour cela, on se retrouve dans un prochain en développeur. Et quel est son rôle? Premièrement, un développeur, c'est une personne qui conçoit, teste, documente et maintient des applications, des sites internet ou des logiciels. Alors, on va voir les différentes spécialités du monde développeur ou d'un développeur. Un développeur peut être un développeur front-end. Le développeur front-end travaille sur toute la partie apparente du site, c'est-à-dire ce que vous voyez. OK? Il crée l'interface utilisateur de telle sorte qu'elle soit la plus adaptée au possible, plus simple. Pour cela, il utilise trois langages. Un développeur front-end utilise le HTML, le CSS ainsi que le JavaScript. Peu importe qui utilise les frameworks de JavaScript, c'est JavaScript. Deuxièmement, un développeur peut être un développeur back-end, c'est-à-dire qu'il s'occupe du serveur, du langage serveur,
Pour cela, le HTTP tout consort, non seulement du langage serveur, mais aussi du langage SQL qui permet d'entrer en interaction avec le base de données. Troisièmement, un développeur peut être un développeur mobile. Il développe des applications Android ou iOS, parfois même le 2, avec par exemple le React natif, même si c'est plus rare. Il travaille sur toutes les étapes de la conception, depuis les cahiers des charges jusqu'à la correction des bugs. On verra ce qu'on appelle les bugs en programmation. Quand on développe sur mobile, on travaille généralement aussi bien sur l'interface front-end ainsi que sur la logique. Est-ce qu'il y a de prérequis pour faire le métier développeur? Il n'y en a pas. On n'a pas besoin d'être bon en mathématiques pour être un bon développeur. Vous pouvez commencer à tout âge, c'est-à-dire il n'y a pas un âge pour commencer. On croit qu'il faut faire cela, depuis qu'on a 3 ans ou passer 10 heures par jour devant l'ordinateur. Ce n'est pas vrai. Tiens. Deuxièmement, il faut avoir un peu l'anglais. Pourquoi? Puisque le langage sont en fait basés sur l'anglais. C'est pas en fait à parler tellement l'anglais, mais tout justement avoir au minimum, ok, de l'anglais. Il ne faut pas avoir peur de lire l'anglais sur des pages web quand il trouve une grande quantité d'informations qui sont probablement jamais traduites en français. Donc, plus vous connaissez l'anglais, plus vous allez vous documenter. Ensuite, il faut collaborer avec d'autres développeurs. Et troisièmement, il faut essayer un peu de résoudre des problèmes complexes et des problèmes nouveaux. Ok? Pour cela, il faut organiser votre temps. Et il est impossible de tout connaître. C'est qui est sûr. N'espérez pas apprendre tout le langage. Soyez raisonnable dans les objectifs que vous vous fixez. En réalité, connaître un langage serveur comme PHP Python suffit humblement. Personne ne maîtrise tout sur le bout des doigts. Alors, pour être meilleur en programmation, vous devez vous spécialiser dans un langage, et un langage uniquement. Certainement, vous pouvez voir d'autres langages qui vous attirent, mais vous devez vous limiter à un langage uniquement.